Bonjour à tous et bienvenue dans Plus d'Actu, votre magazine qui chaque soir décrypte l'actualité bruxelloise sur BX1. C'est notre formule du vendredi et comme chaque vendredi, nous allons accueillir un grand témoin avec lequel nous allons donc passer en revue l'essentiel de l'actualité de la semaine. Cette semaine, nous n'avons donc toujours pas de gouvernement bruxellois. Le mouvement réformateur a déposé finalement une note de trajectoire budgétaire mais qui ne séduit pas grand monde. Le Parlement a voté une nouvelle tranche de 12e provisoire et pendant ce temps-là, la région flamande est devenue le premier actionnaire de l'aéroport. On va parler de tous ces thèmes avec notre invité. On parlera aussi du financement des CPS et de la politique de l'emploi. Il est justement le ministre en charge de l'emploi dans le gouvernement bruxellois en affaires courantes. C'est Bernard Clairfeilly qui est notre invité. Bonjour Bernard Clairfeilly, Bonjour. Merci d'être avec nous sur BX1. C'est toujours le sentiment d'enlisement qui domine donc dans les négociations bruxelloises avec toutefois une nouvelle note budgétaire qui a été déposée par le mouvement réformateur hier matin. Les libéraux ont transmis donc leurs propositions aux autres formations politiques. Objectif affiché, pouvoir relancer des négociations et au moins des discussions entre le Parti socialiste et le mouvement réformateur. Et Olivier Willox, député bruxellois pour l'OMR, hier matin dans notre studio, voulait y croire. Vous le sentez bien, je veux dire, on ne se tape pas dessus pour l'instant. Je pense qu'à un moment donné, ça a été tendu. Et il va falloir à un moment donné détendre le climat entre les deux potentiels partenaires de la majorité. Et je pense que moi j'entends plutôt des choses positives. Je peux comprendre la position de principe du Parti socialiste en disant on vient mais pas pour faire de l'austérité. Mais il va falloir quand même trouver un équilibre qui rassure tout le monde, y compris les marchés. On est d'autant plus bloqué si les partenaires ne se reparlent pas. Et donc la question fondamentale, c'est est-ce qu'ils acceptent de se reparler une fois en politique? On sait toujours qu'on s'est trouvé des accords à peu près en Belgique, à partir du moment où tout le monde met un peu d'eau dans son vin. Ça veut dire que David Lester ou Jean-Louis Boucher vont appeler Ahmed Laoueche dans les prochaines heures et prochains jours et proposer de se voir? Je ne peux pas vous répondre à cette question-là, mais j'imagine que c'est ce que tous les états-majors ont en tête aujourd'hui. Donc tous les états-majors qui imaginent des réunions. Est-ce qu'ils rêvent tout haut, Olivier Willox, Bernard Clairfeilly, ou est-ce que ce sont des propos de bon sens ? Écoutez, c'est des propos de bon sens. Moi, je n'en sais rien. Depuis le début, depuis les élections, nous disons que les deux grandes formations politiques, l'EMR et le PS, doivent se parler. Ils se parlaient en juillet, et puis ils ont reporté leur débat après les communales. C'est peut-être une erreur. Les communales ont peut-être tendu les relations entre ces deux grands partis. Et puis depuis lors, on voit qu'il y a une bagarre. Jusqu'à la semaine passée, il y avait deux options. L'option à droite toute, à gauche toute. Ils doivent se parler pour qu'il y ait une vraie dynamique à Bruxelles. Ouais, il y a eu aussi la complexité de la négociation dans le collège néerlandophone. Cette fameuse note de trajectoire budgétaire, elle a aussi été transmise à défi. Votre présidente de parti, Sophie Roni, ne l'a pas trouvée terrible, et c'est un euphémisme. Non, on l'a trouvée décevante et consternante. Je reprends les propos qu'a utilisés ma présidente. C'est le cas, c'est une liste de pistes de travail, mais ce n'est pas une note budgétaire. On attendait tous un beau tableau avec des chiffres et des décisions. C'est plutôt des pistes de travail sur lesquelles il y a encore beaucoup de réflexions à avoir. Et pour beaucoup, elles ne sont pas réalistes. Je prends un exemple. Si le MR dit on va baisser chaque année de 5% la masse de personnel, oui. Bon, c'est un objectif. Mais au bout de 5 ans, moins 25% de personnel, il faut indiquer quel département. Est-ce qu'on va faire moins 25% à la STIB? Quels trams, quels bus ne vont plus rouler? Moins 25% chez les pompiers. Mais non, moins 25% dans les fonctionnaires qui traitent les dossiers d'urbanisme. Mais alors, il faut décider comment on réduit la taille des dossiers. Parce que si les dossiers sont si épais, il faudra toujours autant de fonctionnaires. Donc, il faut faire des choix politiques sur quelle mission on ne rendrait plus s'il faut moins de personnel. Sinon, c'est mettre une pression excessive sur le personnel régional, c'est pas possible. Ça veut dire que cette note, elle ne vous convainc pas. Est-ce que malgré tout, vous irez, est-ce que Défi ira à un entretien bilatéral avec le mouvement réformateur sur base de cette note? Parce que c'était ça l'idée des libéraux. On produit une trajectoire budgétaire et on invite cette fois-ci pas tout le monde autour d'une table ronde, mais un par un pour voir ce que les uns et les autres en pensent. Vous allez jouer le jeu ou pas? Écoutez, nous, dès qu'on nous invite dans une perspective raisonnable, on vient donner nos idées, nos visions de Bruxelles. D'ailleurs, certaines d'entre elles qu'on a déjà partagées avec l'UMR se trouvent dans les propositions du UMR, la réorganisation de l'administration, le besoin de retrouver l'équilibre budgétaire, de simplifier les procédures urbanistiques, de relancer la politique de l'emploi. Il y a plein de choses qui sont intéressantes, ce que nous partageons. Nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qu'ils disent et nous sommes toujours prêts à amener notre expérience, notre expertise, nos idées pour trouver une solution. Mais ce n'est pas de nous
que dépend la création d'une majorité politique à Bruxelles. Il faut que le MR et le PS se parlent, trouvent la voie d'un compromis et réunissent autour d'eux des partenaires qui sont prêts à partager un projet de relance pour Bruxelles. Oui, mais donc s'il y a une invitation formelle pour participer à une réunion, vous irez. Nous irons. Donc défi, effectivement, ce n'est plus que 4 députés au Parlement bruxellois, donc c'est pas vous qui ferez la différence. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, si vous restez sur votre idée de s'il y a la NVA dans une coalition, nous on n'y sera pas? Oui, c'est clair, la NVA a un discours profondément anti-bruxellois, même s'ils tentent de le camoufler en disant qu'ils aiment Bruxelles. Ils aiment Bruxelles à la sauce flamande et ce n'est pas du tout notre tasse de thé. Ouais. S'il y a une autre proposition sans la NVA et que vous êtes par contre arithmétiquement nécessaire, une coalition de centre-droit ou une coalition de centre-gauche comme on les appelle, là c'est envisageable pour vous? Nous sommes prêts à travailler pour que Bruxelles trouve des solutions, une vraie relance, qu'on relance l'emploi, la construction, le vivre ensemble à Bruxelles. Ouais. Vous pensez qu'on peut réellement les lancer enfin ces négociations aujourd'hui? Olivier Willox disait oui, il se passe quelque chose, vous voyez bien, le climat a changé, on ne se tape plus tout à fait dessus. C'est une perception que vous avez, on pourrait négocier avant que l'été arrive ou pas? Écoutez, il y a un peu moins de noms d'oiseaux ces dernières semaines, donc peut-être que ça cache des prises de contact discrets qui ne se feront pas devant les télévisions, donc on ne peut qu'espérer qu'il y ait des coups de fil, des contacts, des rencontres pour initier ce début de rapprochement. Mais ce sera bien toujours avec PS et MR si on veut s'en sortir. Mathématiquement, ils doivent quand être on regarde ensemble. les choses, bien sûr, mathématiquement, il faut qu'MR et PS s'entendent. Alors, vous savez que pour préparer cette émission, on appelle nos téléspectateurs, auditeurs, téléspectatrices, auditrices à nous suggérer des questions. On a eu beaucoup de questions, je ne vais pas en retenir une, mais beaucoup de questions qui ont tourné autour du fait que les ministres continuent à percevoir un salaire et que vous, notamment, vous continuez à percevoir un salaire alors que vous êtes membre d'un gouvernement en affaires courantes. Je voudrais vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est légitime d'être payé quand on est en affaires courantes et qu'est-ce que ça veut dire très concrètement pour un ministre d'être en affaires courantes? C'est-à-dire que vous allez quand même travailler tous les jours? Ça veut dire que je vais travailler tous les jours. J'étais au cabinet ce matin, j'ai des dossiers à régler. Un dossier qu'on a ouvert, c'est Audi. Il a fallu gérer l'accompagnement de Audi, de Casa, d'autres trucs. Donc, c'est vrai que nous avons un peu moins de travail que d'habitude parce que nous ne pouvons plus nous-mêmes initier des projets que l'on va spontanément défendre devant le gouvernement. Par exemple, j'aimerais bien revoir le contrôle de la disponibilité des chômeurs pour accompagner la réforme Arizona. Je ne peux plus spontanément le faire et mon gouvernement ne peut plus prendre de décisions qui engageraient le Parlement. Mais nous devons réagir à la situation. Par exemple, j'ai très régulièrement des rencontres avec le ministre Clarinval sur la réforme Arizona que le fédéral veut imposer à Bruxelles et comment Bruxelles doit s'organiser pour répondre à cela. On va y revenir. On va en reparler certainement. Mais donc diminuer le salaire des ministres parce qu'ils sont en affaires courantes ou des députés parce qu'il n'y aurait toujours pas de majorité, ce serait de bonnes mesures, ce serait une manière de faire pression sur le monde politique ou c'est du populisme qui flatte un sentiment antipolitique? Moi, je ne suis pas contraire à ce qu'on cherche une majorité. Je fais tout ce que je peux pour qu'on trouve une majorité. Donc, je ne me sens pas, à titre personnel, responsable du blocage ou des blocages entre les grandes formations politiques. Donc, la vraie question, c'est est-ce que ça aurait réellement un impact? Je ne crois pas. Ça relève plutôt une bonne fessée, ça va les faire bouger. Je ne crois pas que c'est ça qui va débloquer les choses. C'est plutôt les contraintes institutionnelles avec la double majorité francophone-flamand qui contraignent les choses à Bruxelles, l'éclatement politique avec le grand nombre de formations politiques et le clash gauche-droite qui ne se résout pas par un compromis. Oui. Alors, cette semaine, le Parlement vient de voter une nouvelle tranche des 12e provisoires. C'est pour, cette fois-ci, les mois de juillet, août et septembre. On voit que ces 12e provisoires, ils sont de plus en plus proches d'un 12e. C'est-à-dire qu'on est maintenant à 78% du budget 2024 qui va être consommé au mois de septembre. Donc on aurait dû être à 75%. Est-ce que ça veut dire qu'on est en train de lisser ces 12e provisoires qui étaient nettement au-dessus au début et qu'en fin d'année, on pourrait être vraiment dans le concept des 12e provisoires où on aura dépensé en 2025 ce qu'on avait dépensé en 2024 ou pas? Alors, c'est très technique. Mais donc, oui. quand on va essayer de ne pas perdre tout le monde. Oui, mais je sais que je quand pose une on dit question qu'on va compliquée. dépenser chaque mois un 12e, c'est parce que chaque mois, on a des dépenses régulières à payer. Les fonctionnaires, c'est un mois. Les factures de gaz, d'électricité, c'est un mois. Sauf que les factures de gaz, d'électricité, on ne les paye qu'une fois par an. Donc, si la facture arrive au mois de mars, il faut le 12e au mois de mars. Il y a des factures qui n'arrivent qu'une fois par an. Donc, on doit parfois, certains mois, avoir plus que 12/12e, et donc en début de période, parfois on engage plus que 1 ou 2 ou 3 Mais il y a eu des pour indexations de salaire aussi, peut-être des frais imprévus. Est-ce qu'en fin d'année, vous pouvez dire, oui, on sera dans les 12/12e, on n'aura pas dérapé? Oui, je pense, il faut demander au ministre du Budget ce qu'il en est, je pense qu'on n'aura pas dérapé parce qu'il y a chaque année ce qu'on appelle de la sous-utilisation des crédits, dont on prévoit des montants de dépenses, mais on ne dépense pas tout.
Et on pense qu'il y a 200, 300 millions de sous-utilisation de crédit. On doit encore l'identifier finement. Et donc, je pense qu'on ne devrait pas avoir dérapé. Et donc ceux qui disent non, on ne peut pas voter ce budget parce qu'il dérape et qui ont voté contre, c'était le cas du mouvement réformateur, sauf sa chef de groupe, et de la NVA hier, ils ont tort, ils vous font un mauvais procès. C'est parce qu'ils ont mal compris l'impact que certaines dépenses doivent se payer une fois dans l'année. Mal comprendre à ce niveau-là de la politique. Oui, c'est le jeu politique. Il y a beaucoup de politiques qui font semblant de mal comprendre pour tenir un discours politique. Et si le discours est de dire vous devez être sérieux dans la gestion, ce discours, je crois, est entendu. Oui, alors vous préparez aussi au sein du gouvernement avec Sven Gat, le ministre du Budget, un budget d'urgence pour théoriquement la fin de l'année 2025, on pourrait aller encore un peu plus loin dans les économies ou vraiment commencer des économies. Les travaux avancent, vous pouvez avoir un accord au sein de l'équipe de Rudy Vervoort là-dessus et ensuite trouver une majorité au Parlement ou c'est compliqué? Bon, nous, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait une vraie majorité au Parlement et qu'on soit remplacé par un vrai gouvernement. On l'espère tous, mais pour l'instant, c'est pas là. Comme il n'y en a pas, nous assumons nos responsabilités et nous tentons de faire un budget qui déjà identifie des mesures d'économie faisables, alors même que nous ne savons pas sur quelle majorité nous appuyer au Parlement pour voter ce budget. C'est ça la difficulté. Il y a 10 jours encore, il y avait une option gauche toute, une option droite toute. Quel budget serait voté par quelle majorité, à gauche ou à droite? C'est très compliqué de définir un chemin. Nous faisons notre travail et nous préparons un budget pour la fin de l'année qui aurait plusieurs centaines de millions d'économies qui doivent être clairement identifiées d'ici là. Et ça veut dire qu'on aura ramené le déficit budgétaire à combien avec ce travail? L'objectif fixé par le gouvernement, par M. Vervoort et M. Gatz, c'est d'atteindre 1,2 milliard, donc 400 millions d'économies par rapport à 1,5 milliard, enfin quasiment 1,6 milliard. Est-ce qu'on arrivera jusque-là? C'est bien ce à quoi on travaille. Alors, je vais vous interroger sur votre compétence au sein du gouvernement bruxellois. Vous êtes en charge de l'emploi, de la formation, aussi de la transition numérique et du bien-être animal, mais on va surtout parler d'emploi, si vous voulez, pour commencer. Et d'abord, avec cette actualité un petit peu surprise qui s'est invitée en milieu de semaine, le Conseil d'État qui annule la nomination de Christina Amboldi à la tête d'Actiris. C'est un coup dur pour Actiris, j'imagine. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours et semaines à venir, Bernard Clafey? Vous allez la remplacer, Christina Amboldi? Elle reste à son poste? Elle doit faire un pas de côté? Alors, la décision du Conseil d'État relève un petit problème juridico-administratif, et donc ce n'est pas du tout les compétences de Mme Amboldi qui sont mises en cause. Au contraire, elle avait été jugée par un jury comme la meilleure des candidates. Elle est fortement appréciée par l'équipe. J'ai même entendu ce matin que l'opposition parlementaire trouve qu'elle fait du bon travail pour moderniser. Le mouvement réformateur souhaiterait son maintien. Voilà, pour moderniser Actiris. Donc, nous ne pouvons pas laisser Actiris sans direction, surtout dans la tempête actuelle en matière de réforme du chômage. Donc nous allons lancer un appel pour voir s'il y a des candidats pour assumer la direction d'Actiris, et le gouvernement très vite devra se prononcer pour choisir le meilleur candidat. Donc il va bien falloir la remplacer de manière temporaire, parce que vous êtes en affaires courantes? Il va bien falloir... Donc, nous ne pouvons pas en affaires courantes lancer un appel pour nouvelle désignation. Donc, en urgence, pour 6 mois, nous allons désigner une direction temporaire sur base des personnes présentes chez Actiris qui ont les compétences pour diriger Actiris. Mais ça pourrait être Mme Amboldi ou d'autres. Elle pourra postuler? Elle peut postuler comme tout le monde. Alors, on va prendre une question d'un de nos téléspectateurs. C'est Kadri Chechfula, que je soupçonne de se faire aider par l'intelligence artificielle, parce qu'il nous envoie beaucoup de questions, et qui vous demande s'il faudrait repenser l'organisation institutionnelle de Bruxelles pour améliorer justement l'efficacité de l'action publique, notamment en matière d'emploi. Est-ce que vous pouvez répondre à Kadri? Et je vais peut-être vous aiguiller sur une piste. On a beaucoup parlé à un moment de fusionner, par exemple, Bruxelles Formation et Actiris, tout en sachant qu'il y a un petit problème avec les néerlandophones pour le VDAB. Est-ce que cette piste-là, on doit la suivre ou pas? Et quelles autres pistes vous pourriez imaginer? Mais c'est une piste qui est dans le programme de défi. Déjà en 2014, M. Gozouin a fait des regroupements plusieurs agences en une seule. Une piste qui est encore à notre programme, que nous avons proposé. Donc une seule administration pour l'emploi et la formation. Une étude de l'OCDE que j'ai faite sur l'emploi à Bruxelles, avec laquelle j'ai beaucoup discuté, propose aussi cette piste-là. Donc intégrer mieux la formation et l'emploi. En Flandre et en Wallonie, le Forum et le VDAB intègrent emploi et formation. Oui, mais jusqu'à Bruxelles qui s'est éclaté, on est plus faible, moins bien organisé à cause de ça, même si on fait tout le travail possible pour que Bruxelles Formation et Actiris travaillent ensemble.
mieux les intégrer permettra d'être plus efficaces. Oui, mais justement, le VDAB, il est quand même présent à Bruxelles. Donc, si on veut l'absorber dans une grande entité régionale, il faudra l'accord de la communauté néerlandophone. On ne pourra sans doute pas absorber le VDAB sur Bruxelles. Nous avons une excellente collaboration avec eux. Il faut reconnaître qu'on travaille très très bien avec eux. Donc, si on ne peut pas, pour des raisons institutionnelles et parce que la Flandre ne veut pas, tant pis. Travaillons déjà sur 95% des chercheurs d'emploi qui sont francophones en intégrant les services francophones de la formation et les services francophones de l'accompagnement, un bilingue, Actiris, pour intégrer le plus possible tout ça dans un dossier unique. Et ça pourrait se faire rapidement. Ça peut se faire rapidement. Ils travaillent déjà en bonne collaboration. On peut aller un peu plus loin dans l'intégration. C'est ce que je souhaite en tout cas. Oui, le dossier Audi, vous avez fait référence. Les choses sont en cours. Il y a encore beaucoup de personnel sur le carreau. Est-ce que le phénomène des sous-traitants, le problème des sous-traitants est bien en cours de résolution et de suivi par les services d'Actiris, par exemple? Oui, donc les procédures d'accompagnement sont les mêmes pour tous les opérateurs, que ce soit Audi que l'on connaît ou les 4 ou 5 sous-traitants qui n'ont pas déclaré leur fin d'activité à la même date et qui sont des dossiers administratifs différents, mais ils sont suivis avec la même énergie, la même volonté, les mêmes dispositifs. Ça prend un peu plus de temps, hein, c'est un peu décalé dans le temps. Pour Audi, nous avons déjà un grand nombre de travailleurs qui ont retrouvé de l'emploi et tous les 3 mois, nous communiquerons après l'été sur le pourcentage de travailleurs qui ont déjà retrouvé de l'emploi en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles. Les chiffres sont plutôt bons pour l'instant. Alors, en matière de politique de l'emploi, il y a une décision qui vient du fédéral, du gouvernement Arizona, qui est de limiter à 2 ans les allocations de chômage. Ça veut dire qu'à partir du 1er janvier de l'année prochaine, il y a un certain nombre de Bruxellois qui ne seront plus indemnisés par le chômage et une partie d'entre eux devrait logiquement se tourner vers les CPAS. Le gouvernement fédéral a annoncé qu'il allait renflouer l'ensemble des CPAS du Royaume à hauteur de 234 millions l'année prochaine. On va écouter Ahmed Elkanous. Il est président du CPAS de Molenbeek et pour lui, c'est très clair, 234 millions, ça ne sera pas assez. Aujourd'hui, on nous dit, mais vous allez avoir 234 millions pour l'ensemble du territoire. Ce qui me rassure un tout petit peu, c'est qu'on parle d'une première avance, donc on ne sait pas ce qui va suivre. On ne connaît pas les clés de répartition, quels sont les critères de répartition. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus à 2850, nous sommes à 4053 Molenbeekois qui vont être exclus. On a pris une mesure, mais on ne prend pas vraiment conscience des conséquences. Vous avez les moyens, vous, à Molenbeek, d'accueillir les personnes qui vont être radiées du chômage et de pouvoir les accompagner socialement et éventuellement vers un parcours vers l'emploi ou pas? Nous allons tout mettre en œuvre, évidemment, mais il faut qu'on nous donne les moyens. Et aujourd'hui, nous sommes très inquiets parce que ces moyens ne suivent pas. Alors, est-ce qu'il a raison d'être inquiet, Ahmed Elkanous, Bernard Lafay? Alors d'abord, la réforme Arizona exclusion du chômage va concerner 40 000 personnes en région bruxelloise qui vont être exclues des allocations au début de l'année 2026. C'est une mesure Arizona qui n'est pas bien adaptée au contexte bruxellois. Peut-être pour la Flandre. Et la Flandre impose une mesure dans tout le pays, mais qui est mal adaptée au contexte wallon et au contexte bruxellois. Moi, je plaide et je continue de plaider, même si je ne suis pas entendu, pour que l'on maintienne les allocations de chômage pour les personnes qui se forment pour les métiers en pénurie, afin que les employeurs puissent trouver des travailleurs motivés, activés. Donc on devrait garder l'allocation si on est en stage de formation. En stage de formation, ou reprendre des études comme enseignant, comme ingénieur, comme infirmière, des études pour lesquelles il y a une grande pénurie. Vous n'avez pas été entendu. Hein. On n'est toujours pas entendu et je le regrette. 40 000 personnes qui vont se trouver sans indemnité. Un grand nombre d'entre elles vont s'adresser au CPS. Elles ne sont peut-être pas toutes reconnues comme devant recevoir une aide parce que certaines ont peut-être un ménage, ou ont gagné assez d'argent, ou sont peut-être propriétaires, ils gagnent assez d'argent par ailleurs. Mais ça fera 20 000, 30 000 personnes qui vont s'adresser au CPS et sans doute que la moitié d'entre eux seront peut-être reconnus. Vous aviez demandé 120 millions, hein, je pense, à l'État fédéral. On estimait que ça coûterait environ 125 millions pour les CPS bruxellois. Si le fédéral annonce 240 pour le pays entier, on se rend bien compte qu'il n'y a pas assez. Pour assumer les charges que les CPS et donc les communes vont devoir payer. Donc cette grande réforme d'Arizona où l'État fédéral améliore son budget va se faire au détriment des finances, des CPS, des communes et des régions. Et donc c'est un pur transfert de charges. Nous allons être plus pauvres après la réforme Arizona sans qu'on soit capable d'augmenter le taux d'emploi. Ouais. C'est ça qui est inquiétant. Vous aviez demandé un comité de concertation sur cette question au Premier ministre. Est-ce que vous l'avez obtenu? Est-ce que la réunion est fixée ou pas encore? Alors, c'est juridiquement très compliqué. Nous avons des réunions avec M. Claraval qui sont informelles, pas formelles, et le Premier ministre a annoncé qu'il convoquerait prochainement le comité de concertation. Seulement, il joue un peu le calendrier, et nous allons devoir le forcer à faire cette réunion. Qu'est-ce que vous espérez d'une telle réunion, de ce comité de concertation qui va réunir le fédéral et les entités fédérées, donc la région bruxelloise? Alors, ce qu'on espérait, c'était de prendre un peu plus de temps pour examiner les conséquences des mesures qui sont annoncées. Alors, cette concertation, nous la demandons depuis un mois. Depuis un mois, nous avons déjà quelques informations.
Il y a maintenant ce montant de 240 millions, mais il nous semble insuffisant, il faudrait demander plus. Il y a des adaptations dans le calendrier d'extinction du chômage et le fédéral a déjà un peu entendu nos demandes de ne pas tout faire en une fois au 1er janvier. Nous voudrions encore avoir une garantie pour que les gens qui se forment puissent continuer leurs allocations. Je crains que nous n'ayons pas gain de cause là-dessus parce que le fédéral, semble-t-il, fait la sourde oreille. Voilà, il y a encore une série de sujets qu'il faut discuter, notamment les stages d'insertion des jeunes. Enfin, ça, je deviens très technique, mais il y a des sujets qu'il faut encore discuter qu'avec l'ONEM et le fédéral. Alors, les partenaires sociaux bruxellois, BruPartners, avec les syndicats et les patrons bruxellois, ont suggéré que le gouvernement puisse lancer une task force emploi qui réunirait tout le monde. Donc, la région, les CPS qui vont intervenir demain, les missions locales pour l'emploi, Bruxelles Formation, Acteris. Vous allez pouvoir faire ça en affaires courantes ou pas? J'ai déjà réuni la semaine passée Bruxelles Formation, Acteris et les représentants des 19 CPS, la fédération des CPS, et nous préparons une mise en commun des moyens, des procédures pour pouvoir mieux résister à ce choc qui va arriver au mois de janvier prochain. Donc nous sommes dans le sens que souhaitent les partenaires sociaux qui sont, il faut le rappeler, membres des conseils d'administration de Bruxelles Formation et d'Acteris. Donc ils vont être tenus au courant de cette démarche collective, de réponse collective de Bruxelles à la réforme. Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir embaucher dans les CPS des personnes qui vont être chargées de suivre les personnes qui arrivent au CPS qui seront des demandeurs d'emploi? Est-ce que les CPS demain vont devoir faire de l'accompagnement à l'emploi? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va être du personnel qui va venir par exemple d'Acteris en renfort? Est-ce que c'est des choses comme ça qu'on peut imaginer ou pas? Alors Acteris ne disposait pas déjà de ce personnel pour traiter convenablement tous les chercheurs d'emploi et on nous reprochait de ne pas s'occuper de tout le monde. Donc il n'y aura sans doute pas de transfert de personnel d'Acteris vers les CPS. Par contre les CPS vont avoir quoi, 30%, 40% de public en plus. Donc les CPS vont devoir augmenter certainement leur personnel et le coût de ce personnel fait partie des 125 millions que nous demandons à l'État fédéral pour compenser les charges qu'ils vont devoir assumer. Et qui seront à terme peut-être à charge des communes. Alors dans l'actualité cette semaine aussi, Bernard Clairfeuille, il y a eu le rachat des parts que détenait un fonds de pension canadien dans l'actionnariat de l'aéroport par la région flamande. Ça veut dire que la Flandre contrôle désormais 39% du capital de l'aéroport bruxellois. Ça devient donc le premier actionnaire devant l'État fédéral. On va écouter ce qu'en dit un député socialiste qui siège désormais à la Chambre, Ridouane Chahid. Ce qui m'inquiète, c'est que les francophones sont aux abonnés absents et qu'ils ont été mis à genoux, à terre, face à une volonté flamande qui ne date pas d'aujourd'hui. Pour moi, le fédéral aurait dû garder la majorité de l'actionnariat au sein de Bruxelles Airport. Alors, Parti socialiste, défi, même combat, il y a une flamandisation de l'aéroport? Nous partageons, je crois, tous les Bruxellois la même analyse. M. Serex, pour Mazoulé Saint-Pierre, membre du parti Les Engagés, qui est au gouvernement, partageait cette inquiétude. Donc nous sommes inquiets de voir la Flandre faire mainmise sur l'aéroport national. Il faudrait qu'au fédéral, il y ait quand même des francophones qui veillent à jouer le rôle d'arbitre et ne pas permettre que la poursuite du développement de l'aéroport continue de se faire au détriment du calme auquel ont droit les Bruxellois. Mais et toutes donc les la Flandre est l'actionnaire principal désormais. C'est la Flandre qui délivre le permis d'environnement. Les Bruxellois ne vont plus avoir grand-chose à dire demain? Je crains que les Bruxellois aient peut-être moins à dire. Il faudra que la Flandre respecte les dispositions en matière de bruit, de nuit européenne, ce sera toutes les demandes que nous portons là-dessus. Et pour ça, il faut que le fédéral puisse jouer le rôle d'arbitre entre les régions. Je crains malheureusement que la NVA n'use et abuse de gouvernement fédéral pour défendre les intérêts de la Flandre et pas ceux de la Belgique tout entière. Ouais. Donc il faut que les francophones au fédéral se réveillent là-dessus. Donc ça, c'est un message pour le MR et les engagés. Il y a aussi la fusion des zones de police, la suppression du Sénat qui a été confirmée cette semaine. Vous avez le sentiment qu'il y a un agenda régionaliste flamand et qu'il s'impose petit à petit ou pas ? Je pense que le plus malin de tous les membres de ce gouvernement, c'est bien M. De Wever, qui est en train d'avancer à petits pas. Même s'il n'y a pas de réforme institutionnelle de grande envergure prévue. Qui est en train d'avancer à petits pas, j'allais dire sans le dire, mais même il l'a dit. Il a osé dire en Flandre, mais pas à la télévision francophone, en Flandre, que la réforme du chômage était une réforme institutionnelle en soi, puisque en réduisant l'intervention fédérale au bénéfice des chômeurs, il reportait les charges sur la Wallonie et sur Bruxelles. Il a osé le dire en Flandre. Donc il a bien un agenda institutionnel flamando-flamand au sein du gouvernement fédéral. Il faut que les francophones résistent un peu. Merci d'avoir été notre invité, Bernard Clairfeuille. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes le ministre bruxellois en charge de l'emploi et membre du parti Défi. Demain, vous avez rendez-vous avec Stéphanie Meyer et les experts. Elle recevra notamment Iman Mengenani de l'Open VLD et Charles Spapens du Parti Socialiste. Puis moi, je serai de retour lundi à partir de 6h58 pour votre matinale Bonjour Bruxelles. Je vous dis bonsoir Bruxelles et passez un excellent week-end.